bien, je suis content d'accueillir aujourd'hui Ludovic Chamoin pour un séminaire à Systemix, donc l'avant-dernier avant les congés. D'ailleurs, avant que je présente Ludovic, je voulais juste vous avertir que le dernier séminaire à Systemix de l'année avant l'été aura lieu le 8 juillet à 14 heures. C'est Adelaine Xantini de Eurecom qui viendra nous parler de sujets autour du véhicule, de connectivité des véhicules. C'est un chercheur de Eurecom. Bien, mais on est là pour parler du séminaire qui nous ramène aujourd'hui à un sujet différent, très différent. Je vais faire une petite rapide bibliographie de Ludovic. Ludovic est un docteur de l'ENS Cachan et professeur de la même ENS Cachan devenu entre-temps ENS Paris-Saclay. Il a fait ensuite un postdoc à l'université de mémoire à Austin, je crois, c'est ça, hein, aux États-Unis. Et en fait, il est revenu en France avec plusieurs activités, plusieurs cordes à son arc. En fait, il a une activité principalement de recherche sur les sujets de calcul numérique, hein, avec un goût avéré pour les applications. Le NS Cachan a cette habitude d'avoir des recherches aussi appliquées, même s'il y en a certaines qui sont très amont, mais on a aussi à l'ENS Cachan, Paris-Saclay maintenant, ce souhait-là. Des sujets aussi sur la validation de modèles, les quantifications d'incertitudes, et puis le contrôle optimal en mécanique des structures. Ces dernières années, je pense que c'est le sujet qui va un peu nous déflorer aujourd'hui. Il a pas mal travaillé sur l'assimilation de données en temps réel et puis le contrôle des systèmes. Voilà. Il a beaucoup d'articles à son actif, plusieurs prix que je ne vais pas énumérer parce que je sais que Ludovic est modeste. Et, et par contre, il a eu, comme on peut noter quand même ces derniers temps, une reconnaissance avec une nomination à l'Institut universitaire de France. Et puis, surtout, tout récemment, un ERC Consolidation qui couronne un petit peu justement une partie des travaux qu'il va nous présenter. Ludovic Chamoin, on est ensemble pour une heure, un peu plus avec les questions. Je te passe la parole pour cet exposé sur donc, les stratégies numériques qui mélangent à la fois des modèles, des données, avec une notion de temps réel, tout ça appliqué au système mécanique complexe. Bon, je voudrais déjà remercier Patrice et l'équipe organisatrice du séminaire, de l'invitation. Donc, je vais effectivement vous parler d'un sujet qui est assez récent dans ma carrière de recherche, qui est donc sur le côté assimilation de données, avec une composante temps réel et aussi une composante de système complexe, parce que vous allez voir que dans les études que l'on mène dans mon laboratoire, ce qu'on a souvent à faire à des structures mécaniques qui ont un comportement complexe. Et donc, c'est une des difficultés de ce que l'on fait. Alors, c'est un travail qui a commencé il y a 4-5 ans. Et donc là, je vais vous présenter des premiers travaux qu'on a fait dans le cadre de deux thèses essentiellement. La thèse de Paul-Baptiste Rubio et la thèse de Basile Marchand. Et puis, sur la fin, je vous montrerai un petit peu les challenges qu'on adresse actuellement, et en particulier donc, avec le projet ERC qui a démarré ce mois-ci. Donc, déjà quelques mots d'introduction rapidement sur le laboratoire pour citer un petit peu le contexte et ce que l'on y fait. Donc, le laboratoire s'appelle le LMT, donc c'est le laboratoire de mécanique et technologie. C'est un laboratoire donc, il y a à peu près 150, 160 personnes, une centaine d'étudiants de thèse. Et comme l'a dit Patrice, c'est une très grande collaboration avec les industriels autour des problématiques de la mécanique des structures, du génie civil. Donc, on est essentiellement ciblé sur le côté structure. On fait très peu de mécanique des structures, par exemple. Et donc, les industries avec lesquelles on travaille, il y en a diverses également. Donc, disons des industries assez historiques comme Airbus, EDF, Safran, mais de plus en plus des activités avec d'autres industries un petit peu en termes de collaboration multidisciplinaire. Je pense en particulier à Mitsubishi récemment, ou Biomodex sur les aspects biomécaniques. Alors, le laboratoire est séparé en 3 groupes. C'est aussi ce qui en fait sa force. Il y a une partie qui est assez liée aux matériaux lui-même et à l'expérimental associé à ça. Une équipe qui est plus sur le côté simulation et modélisation, dans lequel je suis, et puis une équipe plus sur les applications de données civiles et d'environnement. Et donc, dans le deuxième groupe dans lequel je suis, on s'intéresse à toutes les stratégies numériques qui vont permettre un petit peu
de faire des calculs de façon optimisée, de façon propre, de façon fiable, sur des structures telles que les composites, sur des structures généralement assez complexes à modéliser et à simuler. Donc, j'ai illustré ici un petit peu toutes les thématiques de recherche que l'on y mène, mais voilà, moi, je vais en parler d'une essentiellement, qui est le côté assimilation de données, c'est-à-dire comment on utilise les données pour mettre à jour des modèles qui vont ensuite nous servir à piloter une application, par exemple, par la simulation. Alors, l'idée de départ, donc, c'est relativement simple, hein, c'est de se dire que historiquement, dans la modélisation et simulation, on montrait ça sous une forme de chaîne numérique, donc depuis les données d'un système qui permettait ensuite de nourrir un modèle mathématique, et ensuite on en divisait un modèle numérique par la méthode des éléments finis, par exemple, et ça permettait de faire des calculs, des simulations pour faire des designs, par exemple, ou faire de l'optimisation de structures. Alors, de plus en plus, on se rend compte que les modèles, ils sont souvent insuffisants parce qu'ils sont incomplets par rapport à la réalité physique. Donc, ça veut dire qu'il y a besoin de faire des allers-retours entre les données expérimentales et des modèles qui sont de plus en plus nombreuses. Et puis aussi, on se rend compte que d'aller vers le tout donné, donc aller faire confiance complètement aux données, c'est pas forcément la bonne stratégie dans notre catégorie de problèmes. Parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de travaux sur la modélisation, la simulation, et ces choses-là, c'est pour nous une richesse supplémentaire sur laquelle il faut compter pour pouvoir aider, par exemple, un algorithme d'apprentissage, par exemple. Donc, en fait, de plus en plus, les gens ils essaient de mixer les données et les modèles physiques, mais pas séparer l'un et l'autre, donc de les mettre en synergie et d'utiliser la richesse des deux. Donc, c'est un petit peu de ça que je vais vous parler. Et donc, de comment on peut relier les deux approches, les deux visions, donc la vision système physique par l'intermédiaire des données que l'on a dessus, donc c'est une donnée incomplète, mais on a des données expérimentales sur le système réel, et puis un jumeau numérique, un outil numérique qui permet de faire des calculs à partir de ce modèle. Donc, l'idée générale, c'est un petit peu de connecter ces deux mondes-là. Donc, c'est un petit peu lié aux choses que l'on entend parler actuellement, c'est les cyberphysique, par exemple, où en fait, on veut essayer de coupler un modèle, un système exact physique avec un système virtuel numérique pour pouvoir dialoguer, prédire des choses, etc. C'est évidemment une problématique qui est multidisciplinaire en soi parce qu'il y a besoin de compétences sur le côté sensing, le côté capteur, par exemple, le côté traitement de données, le côté modélisation mécanique, le côté contrôle, par exemple, aussi, qui va intervenir. Donc, voilà, ça mélange beaucoup de thématiques. Et du coup, j'essaie de vous montrer un petit peu les premières contributions que l'on mène sur ces applications-là sur la mécanique des structures, essentiellement. Donc, l'idée, c'est donc ce qu'on appelle dans le jargon DDDAS, donc Dynamic Data Driven Application Systems. Donc, c'est de faire une sorte de boucle de rétroaction entre une structure réelle dans laquelle on va avoir accès à des mesures par des capteurs, en plus ou moins grand nombre, et puis les outils de simulation qui vont permettre d'aller discuter et de piloter éventuellement l'application physique. Donc, c'est une boucle de rétroaction, comme je disais, parce que d'un côté, les mesures vont nous permettre de remettre à jour le modèle, si on se rend compte qu'il se passe des choses que le modèle n'avait pas forcément prédit, ou alors qu'il y a des paramètres qui ont changé, et on va pouvoir les identifier, les recaler en temps réel, c'est ce que l'on veut. Et puis, d'autre part, le modèle physique va permettre de prédire l'avenir et du coup, de commander le système si on veut l'amener à un endroit donné, à une configuration donnée, et à corriger, par exemple, le chargement mécanique que l'on applique sur la structure pour éviter qu'elle casse. Si on se rend compte que la structure est en train de subir des endommagements, par exemple, eh bien, on pourrait anticiper pour éviter que la structure casse complètement. Voilà un petit peu le cadre de l'étude. Alors, évidemment, l'idée, c'est d'exploiter le meilleur à la fois des modèles et des données, comme je disais tout à l'heure. Donc, pour être plus prédictif, pour anticiper les choses, les actions, et du coup, pour aider l'ingénieur et le concepteur à faire des structures qui sont plus sûres et plus performantes. Donc, il y a un impact à la fois économique et social important. Alors, c'est des choses que l'on voit arriver dans différentes applications mécaniques des structures. Donc, ça peut aller des choses relativement classiques comme les ponts, par exemple, ou les structures qui servent à la production d'énergie. Ça peut aussi aller vers le côté manufacturing, sur tout ce qui est contrôle de process.
mais ça va aussi, par exemple, sur les structures de type humaine, médicale, par exemple, sur les applications de chirurgie assistée, où on voit aussi apparaître ce genre de système où on a une boucle de rétroaction par un jumeau numérique. Alors moi, je vais vous parler essentiellement aujourd'hui d'applications que l'on mène nous au laboratoire, en particulier sur les matériaux composites, où là, l'idée un petit peu futuriste, ce serait de dire que si je prends une structure qui est faite de composites, par exemple un avion, eh bien, je voudrais, par l'intermédiaire de capteurs qui seraient noyés dans la matière, et ça existe actuellement, je voudrais pouvoir, en temps réel, savoir quel est l'état du matériau, prédire quel va être son futur, est-ce que ça va bien se passer ou est-ce qu'il y a des risques, et puis du coup, pouvoir piloter en temps réel la structure, un petit avion, pour éviter que le risque soit trop grand et qu'on arrive à une configuration qui n'est plus sécurisée pour les gens qui sont dans l'avion. Donc, ça a des conséquences aussi bien sur le côté maintenance, parce que ça permet aussi de savoir quand est-ce qu'il faut de la maintenance sur des structures, et ça permet aussi de pouvoir piloter une structure, même si elle est en mode dégradé, donc même si elle est déjà endommagée, ça permet de limiter cet endommagement. Donc, les challenges, il y en a plusieurs qui sont listés ici qui sont liés au fait de l'application que l'on veut mener. Donc, il y a déjà le côté non-linéarité, parce que les matériaux que l'on va regarder, c'est des matériaux très complexes, donc très non-linéaires, avec beaucoup de phénomènes à différentes échelles qui vont apparaître. Tout ça dans un environnement qui est incertain. Et puis, il y a évidemment la notion de temps réel qui va arriver, qui complexifie les choses, avec aussi des mesures qui sont connues, mais qui sont limitées, comme toute mesure, et puis des modèles qui sont ce qu'ils sont, avec des biais. Donc, on ne peut pas faire confiance entièrement ni à la mesure, ni au modèle. Donc, on va essayer de voir comment on peut jouer avec tout ça. Donc, le programme de nos séminaires, donc, il y aura 5 parties. Alors, la dernière partie, ce sera essentiellement sur les projets qui sont en train d'être lancés. Il y en a 2, dont je vais vous parler. Et puis, avant, je vais vous parler de choses que l'on a faites par le passé, donc qui sont plus modestes, mais qui commencent à montrer un petit peu l'idée de comment on veut mener cet aspect DDDAS. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler d'un outil qui est essentiel pour nous, c'est ce qu'on appelle la réduction de modèle, qui permet de simplifier non pas la complexité d'un modèle, mais la façon de le traiter. Et puis ensuite, je parlerai donc d'une approche stochastique pour pouvoir mener la simulation de données. Et puis, donc, ce qu'on peut faire en termes de correction de modèle et de contrôle de système dans ce cadre-là. Et puis, je parlerai dans une partie 4 d'une approche un petit peu différente, alternative, où on couple des outils déterministes avec des outils stochastiques pour faire cette même simulation de données. Voilà, donc je vais commencer par la première partie. Donc, cette première partie, c'est une partie c'est un outil du coup, qui est beaucoup plus ancien chez nous. La réduction de modèle, ça date d'une 10-15 ans actuellement sur les applications que l'on a au laboratoire. Et donc, c'est lié au fait que tous les sujets que l'on a, en particulier qui viennent de l'industrie, c'est souvent des sujets qui sont complexes à traiter, des modèles qui sont très coûteux et qu'on peut avoir à simuler beaucoup de fois, parce qu'il y a beaucoup de paramètres, et on veut tester le modèle pour différents autres paramètres. Et donc, on a été amené, il n'y a pas que nous, à avoir des stratégies numériques qui permettent de faire ça dans un temps raisonnable, de proposer aux ingénieurs, aux industriels, des stratégies pour pouvoir traiter leur modèle dans des temps d'ingénierie raisonnable, ça ne prenne pas trop de temps à la conception. Donc, c'est là qu'apparaît donc, la notion de modèle réduit, de réduction de modèle. Le but, c'est de dire, sur un modèle physique où il y a beaucoup de paramètres, par exemple, je voudrais avoir des stratégies qui vont me permettre de faire des calculs rapides et sur lesquels je vais pouvoir tester le modèle sur différents autres paramètres. Donc, le cadre de base, c'est le cadre multiparamétrique. Et donc, la réduction de modèle s'appuie là-dessus. Donc, il y a différentes façons. Il y en a, par exemple, la PED ou la méthode des bases réduites. Moi, je vais vous parler aujourd'hui d'une méthode qu'on appelle la PGD, Proper Generalized. Proper Generalized Decomposition, qui, je reprends du coup. Donc, je vais parler donc, moi d'une méthode particulière de réduction de modèle qu'on appelle la PGD et dont on se sert beaucoup sur les différentes applications que je viens de vous lister. Alors, c'est une méthode qui est qui paraît assez naturelle quand on la regarde. C'est une approche qui veut dire simplement, quand j'ai un problème physique avec plein de paramètres, donc on peut penser à l'espace, au temps, mais à plein de paramètres additionnels qui peuvent être liés à la géométrie de la structure qu'on considère, aux matériaux, aux conditions limites que l'on applique.
Eh bien, l'idée, c'est de se dire, si je veux calculer la solution pour l'ensemble de ces paramètres par une méthode brutale, par une méthode paramétrique, par exemple, on arrive sur la malédiction de la dimension, c'est-à-dire que le Q croît exponentiellement sur du nombre de paramètres. Et donc, une idée naturelle, c'est de dire, j'essaie de chercher la solution sous une forme modale, comme on ferait en dynamique des structures, par exemple. C'est-à-dire que chaque mode, ça va être un produit de fonctions avec une séparation de variables, espace, temps et différents paramètres. Donc ça, c'est une structure particulière de tenseur qu'on appelle le format canonique, qu'on pourrait faire différemment, mais c'est la façon la plus classique, dirons-nous. Et donc, le but, c'est évidemment de calculer ces modes. On va le voir après comment on s'y prend, mais ça se passe bien. Et donc, évidemment, on se rend compte que si on arrive à faire ça, si on arrive à calculer une solution sous cette forme modale, on gagne beaucoup. On gagne beaucoup en termes de stockage, en termes de calcul en lui-même, parce qu'on va pouvoir du coup évaluer la solution pour tout un jeu de paramètres ensuite, dans une phase online, on appelle ça, après avoir calculé les modes dans une phase offline. Et puis, du coup, ça peut s'appliquer à plein de problèmes dans lesquels on a des problèmes multiparamétriques. Par exemple, je pense au problème inverse ou à la quantification de la certitude ou à l'optimisation. Alors, je vais passer rapidement là-dessus. C'est juste pour vous dire que dans la plupart des applications, vous verrez les choses sur les problèmes linéaires. Nous, c'est un outil qu'on utilise très souvent en non linéaire, donc sur les problèmes non linéaires. Et l'application en non linéaire n'est pas si compliquée que ça, parce qu'on a une méthode additionnelle. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici aujourd'hui, mais qui est en fait de séparer les difficultés et de séparer ce qui est linéaire, les équations du problème qui sont linéaires globales, les équations qui sont non linéaires locales. Pour nous, le côté non linéaire local, c'est souvent le comportement du matériau, qui est un phénomène local, mais qui est non linéaire, comportement non linéaire. Et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on applique la TGD sur la partie linéaire des équations. Il y a toute une stratégie numérique qui est cachée derrière, mais en fait, le côté non linéaire ne pose pas de soucis parce qu'on sépare les difficultés et du coup, on peut appliquer la TGD sous une vision un petit peu ressemblante à l'algorithme de Newton. Je passe rapidement les détails de ça, ce n'est pas le but, mais c'est pour vous dire que le côté non linéaire ne pose pas forcément beaucoup de problèmes pour nous. Alors là, vous avez une application en non linéaire, justement, c'est un problème d'élastoplasticité que l'on a mené dans un cadre industriel. Donc, vous avez ici une structure, une partie de structure, donc viscoplastique, élastoplastique, pardon. Et vous avez ici la décomposition sous forme TGD avec les modes sur une séparation espace et temps, simplement. Pour l'instant, on n'a que deux paramètres, l'espace et le temps. On pourra en rajouter d'autres après. Mais vous voyez qu'on arrive à décomposer la structure et puis la solution, pardon, et avec quelques modes, alors en pratique c'est moins d'une dizaine, on arrive à capter les grandes généralités de la solution, parce qu'on se rend compte que la solution, finalement, elle peut se séparer assez proprement en fonction de l'espace et du temps et d'autres paramètres. Alors là, vous avez une autre application qui va être celle que je vais considérer un peu plus tard, qui est sur un béton. Donc, vous avez une structure ici de type béton, une poutre en béton qui va s'endommager et on va vouloir caractériser la solution d'un modèle numérique de ce problème-là pour différents jeux de paramètres qui sont liés à la loi de comportement du béton. Donc, vous avez ici un exemple où, par exemple, je paramètre deux choses. Je vais paramétrer le chargement que j'applique sur le béton, une restriction 4 points. Donc, je vais paramétrer l'amplitude du chargement et puis je vais paramétrer aussi le module view. Et je considère du coup la solution à n'importe quel instant, à n'importe quel point et pour n'importe quel jeu de ces paramètres de chargement et matériel. Et donc, c'est un problème non linéaire que je résous par la TGD. Et l'intérêt, une fois que j'ai fait ça, c'est que du coup, j'ai la solution pour n'importe quel jeu de ces paramètres. Donc là, par exemple, vous avez l'évolution temporelle pour un jeu de paramètres. Vous voyez l'endommagement qui se propage dans la poutre au fur et à mesure du chargement, c'est les zones qui sont un petit peu bloquées. Mais l'intérêt de la TGD, au-delà de ça, c'est de se dire, si je veux regarder ce qui se passe pour un autre jeu de paramètres, par exemple de modeling, ou un autre jeu de chargement, eh bien, c'est direct, c'est automatique, parce qu'on a déjà précalculé toutes les solutions par l'intermédiaire des modes. On a précalculé tout ce qu'il fallait, et du coup, il suffit d'évaluer, dans une phase online qui coûte pas cher, les solutions pour de nouveaux jeux de paramètres. Là, vous voyez que pour un nouveau jeu de paramètres, qui peut changer un petit peu, eh bien, la solution se remet à jour automatiquement. Donc, si je veux par exemple modifier le paramètre du build, après avoir changé l'amplitude, eh bien, je vois comment la solution change et du coup, je peux facilement mener une étude paramétrique sur l'ensemble des paramètres possibles.
Voilà, donc ça, c'est un petit peu l'outil de base. Alors, je pense que vous avez tous plus ou moins déjà vu des séminaires sur cette thématique-là. Donc, moi, ça va me servir, ce modèle réduit, cette traduction de modèle va me servir pour la simulation de données, pour faire des choses de façon rapide et efficace, donc pour tendre vers le côté temps réel dont on a besoin dans les applications DDDS dont je parlais au début. Alors, je vais commencer par une vision purement stochastique de la chose. Donc, ça, c'est le cas d'une thèse qui a eu lieu il y a 2-3 ans. C'était il y a 2-3 ans, une thèse d'école d'Assist Studio, où on a voulu regarder dans un cadre purement bayésien, donc purement stochastique, est-ce qu'on pouvait faire de la simulation de données en temps réel avec différents outils numériques un petit peu sophistiqués pour ça. Alors, je vais vous montrer deux exemples. Un exemple purement académique qui est lié à un problème de soudage. Vous avez ici le problème, c'est un problème assez simple. Et puis, je vous montrerai dans le deuxième temps une application plus industrielle, entre guillemets, sur un problème réel. Et encore une fois, cette poutre en béton dont je vous montrais tout à l'heure. Donc là, on va regarder, pour illustrer la chose, on va regarder la problématique sur un cas de soudage en 2D. Vous avez ici une tranche d'une structure que l'on va vouloir souder. Donc, le soudage, on va le modéliser par une équation relativement simple d'advection de diffusion inflationnnaire en thermique. Et puis, ce qui m'intéresse, c'est de regarder, de contrôler la façon dont la structure est soudée. Donc, on se place dans le repère lié à la source de chaleur, d'où le terme de convection. Et puis, on a un modèle ici qui est relativement simple avec deux paramètres que l'on va vouloir identifier en temps réel à partir des données. Donc, ces deux paramètres, c'est un paramètre sigma qui est lié à la source, qui est lié par exemple à comment la source se tend au niveau du laser, et puis un paramètre PE qui est le nombre de pétlettes qui est relié à la vitesse de propagation de cette source. Donc, on suppose qu'on a ces deux paramètres-là qui pilotent la solution du modèle. On a des mesures qui nous arrivent par deux capteurs de température qui sont situés au point T1 et T2, là vous voyez, au droit de la source. Et puis, donc, on voudrait, en temps réel, à partir des mesures qui vont arriver séquentiellement, on voudrait mettre à jour ces paramètres. Alors, on va utiliser différents outils pour ça. Donc, sur le côté recalage des paramètres, on va prendre une méthode d'inférence bayésienne, comme je disais, donc qui est une méthode purement stochastique, dans laquelle je vais pouvoir naturellement introduire toutes les informations que je souhaite. Et puis, j'ai complété ça avec deux outils qui permettent de tendre vers le temps réel, parce qu'on sait que l'approche bayésienne standard, elle est assez coûteuse. Il y a justement ce côté réduction de modèle par la PGD, on vient de parler tout à l'heure, et puis une approche de sampling de probabilité de densité, qui est donc qu'on appelle l'approche de transport map. On parlerai un petit peu. Donc, commençons par le début. Donc, l'approche bayésienne, pour ceux que j'ai entendu parler de ça, donc c'est une façon assez naturelle de récupérer une connaissance sur des paramètres d'un modèle connaissant des observations du système physique. Et donc, ça se base sur une vision probabiliste, c'est-à-dire que l'on ne va pas chercher une valeur, mais on va chercher une distribution de valeurs. C'est-à-dire une distribution de probabilité. Donc, ce que l'on cherche, c'est dans cette probabilité des paramètres que je vais ici appeler P, connaissant les observations que l'on système, que je vais ici appeler Diops. Et donc, c'est une façon assez naturelle de régulariser le problème inverse parce qu'on ne cherche pas une valeur, mais on cherche une probabilité d'un ensemble de valeurs. Alors, la façon de procéder, ça se base sur le théorème de Bayes, dans le nom inférence bayésienne derrière. Donc, il y a un théorème qui dit que la probabilité d'avoir des paramètres P connaissant les observations, c'est proportionnel à la probabilité d'avoir des observations connaissant les paramètres fois une probabilité a priori sur ces paramètres. C'est des choses qu'on apprend en cursus universitaire. Alors, d'un point de vue problème inverse, donc ces trois termes-là ont des noms. Donc, ce qui est à droite, c'est ce qu'on appelle la densité prior, c'est-à-dire que c'est l'a priori que l'on se donne sur les paramètres. Par exemple, on peut dire que le paramètre, je sais qu'il est positif, je sais qu'il a une certaine gamme de valeurs. Donc, c'est ce que vous donnez comme information avant même d'avoir des observations expérimentales. Donc, c'est une première connaissance des paramètres. Par exemple, illustré de cette façon-là. Ça peut être gaussien, ça peut être uniforme, ça peut être ce que l'on veut. Vous avez une deuxième fonction, là, que qu'on appelle la fonction de vraisemblance, likelihood en anglais. Donc, la partie un petit peu coûteuse, qui est en fait de savoir, connaissant des paramètres, quelle va être la mesure, quelle va être l'observation, la sortie d'un modèle que je mets à ce niveau-là. Donc, c'est là qu'intervient le modèle physique.
Et donc, cette partie-là, c'est la partie un petit peu compliquée à calculer. On y reviendra juste après. Et donc, si on a accès à ça, eh bien, vous pouvez récupérer la densité postérieure, donc c'est-à-dire que la connaissance que vous avez acquise sur les paramètres, sur leur distribution, à partir d'observations expérimentales que vous avez. Donc, ça donne quelque chose comme ça ici en termes d'illustration. Alors, évidemment, moi, j'ai utilisé une version séquentielle, c'est-à-dire que je vais avoir des données qui m'arrivent à différents instants dans le temps. Et donc, la postérieure que je vais récupérer à un instant Tn va devenir la prior de l'instant Tn plus 1. Donc, il va y avoir un effet de chaînage en temps qui va arriver. Alors, ça, c'est très joli. Par contre, on va le voir un petit peu après, c'est assez coûteux en pratique à utiliser. Donc, on va vouloir introduire des outils de réduction de modèle, tels que ceux que je vous ai montrés juste avant. Donc là, je reparle très rapidement de ça, en disant que la solution de nos modèles, qui dépendrait de l'espace, du temps et des paramètres, je vais la précalculer dans une phase offline sous forme modale. Et donc, l'intérêt dans une vision deuxième de ça, c'est que du coup, je peux directement avoir accès à des observations simulées de mes modèles, simplement en évaluant la solution TGD pour le jeu de paramètres que j'ai, et à l'instant qui m'intéresse et à l'endroit qui m'intéresse. Et puis, du coup, on peut aussi faire beaucoup de choses dans un point de vue probabiliste. Par exemple, on peut facilement aller faire de la propagation d'incertitude, parce que comme on a une connaissance explicite de comment dépend la solution vis-à-vis des paramètres, si j'ai une loi de probabilité sur les paramètres, je peux la propager à la solution de mon modèle ou à une sortie du modèle. Alors, voilà ce que ça donne, par exemple, pour le problème de soudage dont je parlais tout à l'heure. Hein, vous avez un problème qui dépend de l'espace, en 2D, du temps, et qui dépend de deux paramètres additionnels, qui étaient un paramètre sigma lié à la source et le nombre de Kepler. Et donc, je fais la stratégie de réduction de modèle TGD. Je ne vais pas expliquer comment je calcule les modes, mais il y a beaucoup de littérature là-dessus. Et donc, vous voyez qu'on fait apparaître ces fameux modes. Hein. Donc, à gauche, vous avez les fonctions de l'espace. Ensuite, en bleu, vous avez, dans le crochet bleu, vous avez les fonctions du temps correspondantes. Et puis ensuite, vous avez les fonctions de sigma et de PE. Et donc ensuite, ça me permet, dans une vision online, de voir comment la solution va changer lorsque le temps évolue, mais pas seulement. Vous allez voir dans la petite vidéo qui est en bas, là, qu'on va aussi faire changer les valeurs des paramètres sigma et PE, et automatiquement, la solution va s'adapter et va du coup se mettre à jour pour voir comment ces paramètres-là jouent dans la solution. Donc, c'est vraiment l'intérêt de la réduction de modèle que l'on voit ici. Et donc, cette stratégie-là va me servir par la suite, parce que le point dur dans la vision deuxième, ce n'est pas forcément le fait de calculer, de faire le schéma pour calculer la postérieure, la partie a posteriori, le pi de t sachant diops, c'est ensuite de pouvoir explorer cette densité. Donc, ce qu'on voudrait, par exemple, c'est de savoir quelle est la moyenne des paramètres, quel est leur maximum, quelle est leur variance, etc. Donc, on a besoin de caractériser et d'explorer cette densité a posteriori, et souvent, on ne l'a pas de façon explicite, cette densité-là. Et donc, c'est ça qui peut coûter cher, parce qu'on a besoin de faire des intégrations en potentiellement grande dimension, on a beaucoup de paramètres. Et donc, l'approche classique, c'est l'approche par Monte-Carlo, mais elle a ses limitations, parce qu'elle coûte cher, elle converge assez lentement. Et donc, c'est là qu'on a proposé dans le cadre de la thèse une vision un petit peu différente. Alors, c'est une vision qui avait été introduite par Mark Souk, et c'est une vision qui est liée au côté IA à la base. Donc, c'est une vision par ce qu'on appelle le transport maps, c'est une vision déterministe. Je vais en parler juste après. Donc, c'est une vision un petit peu alternative pour faire des tirages sur une loi de probabilité qui n'est pas connue explicitement. Et donc, c'est une alternative à la vision de Monte-Carlo et des choses que vous connaissez sans doute, qui sont les approches de type Markov chain, comme CMC, où on a beaucoup de travaux qui existent là-dessus, hein, mais il y a des limitations, en particulier la façon dont on conduit l'algorithme, suivant qu'on fait le tirage suivant ou pas suivant. Voilà. Donc, il y a différents paramètres à régler. Ce n'est pas forcément très simple à régler à chaque fois. La convergence, ce n'est pas forcément très simple de voir qu'est-ce qu'on l'a atteint, etc. Donc, pour nous, au début de la thèse, là, de Paul Baptiste Rigaud, on avait beaucoup de difficultés avec cette façon de faire, par exemple CMC. Et en particulier, on avait observé des inconvénients qui étaient pour nous importants. Donc, en plus du côté temps réel, il y avait aussi le fait qu'il y a toute une phase d'apprentissage qu'on appelle du learning qu'il faut faire. Je ne sais pas très bien où est-ce qu'elle finit, cette chose-là.
Et puis, on ne voyait pas très bien comment réutiliser l'information d'un patent à un autre, une vision séquentielle. Alors, on sait qu'il y a des choses qui existent, hein, de sequential, on a parlé, mais on voulait un petit peu sortir de ce cadre-là. Et donc, c'est de là qu'est venue donc, cette approche qu'on appelle le transport map. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, mais c'est une vision que les travaux de Villani, en particulier, c'est de Villani, sur la vision de transport, de transport optimal. Et donc, c'est une approche qui est assez simple à comprendre également. C'est une approche où on va faire un mapping, faire un changement de repère, un changement de coordonnées, si vous voulez. Et du coup, on va transformer un problème de sampling stochastique en un problème déterministe qui va consister à chercher le mapping. C'est une map, une transformation déterministe que l'on cherche. Donc, l'idée est très simple. Vous l'avez ici visualisé. C'est de se dire, si je veux, si mon but, c'est de faire des sampling sur une probabilité que je ne connais pas, je vais essayer de ramener cette probabilité par une transformation à une probabilité connue, par exemple gaussienne, sans très réduite, c'est très simple. Et donc, une fois que j'ai accès à ce mapping qui me permet de passer de l'une à l'autre de probabilité, ensuite, je peux faire beaucoup de choses parce que je peux faire des tirages comme je veux sur la loi gaussienne. Je peux faire l'intégration par des intégrations en quadrature. Donc, je peux faire vraiment des choses très simplement. Et évidemment, la difficulté, c'est de calculer ce mapping M qui permet de passer d'une map à l'autre. Donc, c'est là que la technique rentre en jeu. Donc, c'est de calculer ce mapping. Et du coup, ça devient un problème complètement déterministe parce que la map, elle est déterministe. Alors, il y a beaucoup de travaux, je vous donne un petit peu les grandes idées. Hein, c'est déjà, le mapping, il y aurait une infinité de possibilités de la définir. Alors, on structure un petit peu la façon de la chercher. Et ça ne vient pas de nous, hein, c'est la littérature qui le dit, qui le donne. Donc, généralement, les mappings sont cherchés sous forme triangulaire, inférieure, parce que ça a des propriétés de minimisation unique, d'inversion après. Il y a beaucoup d'avantages à faire ça, donc on l'a fait nous aussi de notre côté. Vous pouvez aller voir la bibliographie associée si ça vous intéresse. Et donc, chaque composante de ce mapping, transformation, ça va être décrit par des polynômes, des polynômes de Hermite, avec un côté monotone pour encore une fois assurer le côté inversion. Et puis, ce qui est bien, et c'est ce qui nous plaisait dans cette approche-là, c'est qu'il y a vraiment un critère mathématique très bien défini de convergence. C'est-à-dire qu'on peut savoir quand est-ce que le mapping il permet un bon mapping, justement, les deux probabilités postérieures de l'inférence gaussienne et la probabilité gaussienne qui est ma référence dans laquelle je suis. On appelle la divergence de Phi-date. Donc, c'est un nombre bien défini et qui est du coup qui permet de savoir qu'est-ce qu'on a convergé. Alors, juste un dernier point par rapport à ça, pour montrer comment intervient la réduction de modèle dans ce cadre-là. Eh bien, ça vient du fait que pour trouver du coup le bon mapping, on va devoir minimiser une fonction. Donc, ça se fait par un algorithme de descente, de minimisation BFGS. Et ce que l'on peut montrer, c'est que du coup, le calcul des gradients, en particulier, dont on a besoin, eh bien, il devient très simple à faire une fois qu'on a une solution qui est donnée par la TGD, donnée par la réduction de modèle. Donc ça, je vous laisserai regarder la vidéo si ça vous intéresse, mais croyez-moi sur parole, c'est vraiment très direct, très facile à mener, et du coup, ça permet de faire ces choses-là en un temps très, très petit. Alors, une dernière chose, c'est qu'on a aussi, comme je disais tout à l'heure, un critère d'arrêt qui est clair, qui est bien déterminé, et donc on l'utilise pour savoir si on a convergé. Il faut faire une map avec un nombre, un polynôme plus élevé, etc. Donc, ça donne par des équations, voilà visuellement une illustration. Donc, vous avez en haut là avec les différents instants qui m'arrivent. Donc, voici ici les... Ok, donc là, je vais vous montrer l'illustration du coup de ce que je vous montrais tout à l'heure sur le côté Transport Maps. Donc, vous avez en haut les différentes observations qui arrivent à différents instants. Vous avez là les postérieures que je voudrais sur lesquelles je voudrais faire du sampling. Donc, elles sont inconnues a priori. Et du coup, je ne vais pas travailler sur ces postérieures-là. Je vais travailler sur une densité connue, donc qui est une gaussienne, très simple. Et comme je l'ai dit, la difficulté, le point numérique, c'est d'arriver à trouver ces mappings. Et donc, on va le faire séquentiellement. Alors,
À la première itération, quand vous avez les premières mesures qui arrivent, on fait un mapping qui est un petit peu double, c'est-à-dire qu'on fait une première transformation qui est ce qu'on appelle une approximation de la place, qui est simplement pour pouvoir normaliser les choses. Donc, on cherche une approximation gaussienne localement. Et puis ensuite, donc, on a ce premier mapping M1 qui apparaît, donc, qui est calculé par l'algorithme de minimisation dont je parlais précédemment. C'est un calcul déterministe complètement. Lorsque vous avez une deuxième série de mesures qui arrive, on ne va pas tout recalculer de la transformation, on va calculer simplement une composition de map. Donc, on va calculer simplement la deuxième partie de la composition, M2. Et du coup, c'est des choses, on voit bien, qui vont se passer à coût constant parce qu'à chaque fois, on ne calcule qu'une seule map, qui est donc du coup, la correction de la map précédente. Et donc, on continue comme ça. Et on peut espérer qu'au fur et à mesure du nombre d'observations qu'on va avoir, la transformation va devenir de plus en plus, va changer de moins en moins. Et donc, du coup, le mapping qu'on va redéfinir, à chaque itération, va être proche du mapping identité parce que des choses vont pas évoluer beaucoup. Donc, un intérêt pour nous, sur le côté séquentiel, c'est que du coup, on va travailler à coût constant au fur et à mesure qu'on a des observations parce qu'on remet à jour simplement la map par composition. Voilà, donc ça a beaucoup d'avantages pour nous et c'est un intérêt de la thèse en particulier. Donc, ça permet d'avoir des calculs déterministes avec des critères de convergence qui étaient bien définis mathématiquement. Et donc, c'était pour nous un gage important pour assurer l'intérêt de la méthode d'assimilation de données en un temps court, en temps réel, entre guillemets. Alors, pour l'application de type soudage, voilà ce que ça donne. Donc, vous avez ici les postérieurs qui se mettent à jour au fur et à mesure du temps. Vous avez à gauche la postérieure pour le paramètre sigma, donc c'est le paramètre lié à la source, et à droite pour le paramètre du nombre de Peclet. Donc, vous voyez qu'au fur et à mesure que j'ai des observations, évidemment, la postérieure va s'affiner, on a de plus en plus de connaissances sur le système, et du coup, on va affiner la connaissance que l'on a sur les paramètres du modèle. Là, dans un premier temps, les paramètres du modèle, on suppose qu'ils sont fixes, ils ne bougent pas au cours du temps. Et donc, du coup, les maps vont s'affiner. Alors, l'intérêt que ça peut avoir, du coup, et on le verra un peu plus tard aussi sur le côté contrôle, c'est que quand je remets à jour les paramètres, donc quand je mets à jour ma connaissance sur les paramètres, du coup, je peux prédire le futur dans une vision probabiliste, donc non pas une valeur, mais une probabilité de valeur. Et par exemple, ici, sur le côté soudage, d'un point de vue académique, encore une fois, sur un exemple simple, ça pourrait être de dire, il y a une température, par exemple, dans la zone en bleu, là, au niveau du point T3, que je veux pouvoir contrôler, par exemple. Je voudrais être sûr que la température à cet endroit-là est suffisamment forte pour être sûr que le soudage s'est bien passé. Et donc ça, je peux le faire comme un post-traitement de ce que je viens de montrer juste avant, parce qu'on a du coup mis à jour les paramètres du modèle, et du coup, le modèle peut me prédire quelle va être la température à cet endroit-là pour les instants ultérieurs. Donc, vous voyez qu'on va pouvoir prédire le futur. Dans la petite vidéo que je vais vous montrer, là, qui est le graphe de droite, la ligne verticale verte, ce sera en fait l'instant d'assimilation. C'est à cet instant-là que je mets à jour les paramètres. Et donc, tout ce qui est à droite de cette droite-là, qui va évoluer dans le temps, eh bien, tout ce qui sera à droite, c'est ce qui sera prédit par le modèle pour le futur. Donc, vous allez voir comment ça se passe. Donc, ça se comprend assez bien. Donc, vous avez au fur et à mesure du temps des données qui sont assimilées, le paramètre se met à jour, et les paramètres se mettent à jour et s'affinent. Et du coup, la prédiction que l'on peut en faire, d'un point de vue probabiliste, s'affine également. Et du coup, on va pouvoir prédire de mieux en mieux ce qui va se passer ultérieurement au niveau de la température ici, T3, qui est une sortie de mon modèle. Alors, vous avez la même chose, mais dans une vision, donc si je m'intéresse à l'instant final et que je me place en ce point T3, vous avez comment, du coup, la densité de probabilité s'affine sur la connaissance que j'ai de la température en ce point T3. Là, vous avez la même chose, mais un petit peu plus globale. Pardon. Je remets. Là, vous avez la même chose un peu plus globale en bas là, sur comment je peux avoir une idée de la zone de soudage. Donc, toujours pareil, hein, c'est des choses qui sont calculées en post-traitement de mon assimilation de données. Donc, une fois que j'ai mis à jour les paramètres, je peux vraiment, de façon très, très rapide, encore une fois par la réduction de modèle, je peux prédire beaucoup de choses sur ce qui va se passer dans le futur. Alors, je vais vous montrer une deuxième application, qui cette fois-ci est un peu plus réelle, entre guillemets, plus industrielle.
Donc, ça reprend une structure un petit peu similaire tout à l'heure. Hein. C'est une poutre en béton dans laquelle on a fait des essais au niveau du laboratoire. Donc, vous avez le dispositif expérimental en haut avec un chargement pseudo-cyclique dessus. Et puis, donc là, les mesures que je vais avoir sur le système, ce sont des mesures par corrélation d'image. Donc, c'est des mesures qui sont assez précises, donc qui viennent de l'imagerie. Alors, ce n'est pas digital, c'est digital. Donc, l'idée de cette façon-là de faire les mesures, c'est de faire des photos du matériau, donc de quelque chose qui est mis sur le matériau. Et en comparant ces photos, on peut avoir accès au champ de déplacement sur la surface du matériau. Donc, ça donne une information expérimentale très riche. Et donc, c'est ce qu'on appelle la corrélation d'image numérique. On peut faire la même chose en 3D par tomographie, par exemple. Donc là, c'est uniquement en 2D. Et donc, dans l'application que l'on avait là, on pouvait acquérir ces mesures-là toutes les 5 secondes. Donc, ce qu'on appelle temps réel, pour nous, ça va être ce temps-là. On veut pouvoir faire tous les calculs de prédiction, de contrôle éventuel dans ces 5 secondes pour pouvoir être en phase avec le temps d'acquisition des mesures. Donc, l'idée de cette application-là, c'est de pouvoir savoir ce qui se passe dans cette poutre en béton, parce que si vous regardez la petite vidéo de ce qui se passe à droite, c'est ce qui est mesuré, vous voyez qu'on a fait une entaille initialement dans la poutre et on sait qu'il va y avoir une fissure qui va partir de cette entaille et on voudrait suivre son évolution au cours du temps. Et ce qu'on voudrait, si possible, c'est contrôler son évolution et pouvoir prédire avant la physique où sera la fissure au bout d'un certain temps, voire au temps final. Donc, c'est le but de la simulation de données ici. Donc, on prend un modèle assez classique chez nous, donc un modèle de poutre en 3D, avec une loi de comportement qui n'est pas très, très compliquée. Hein, c'est une loi d'endommagement, mais avec 2 paramètres inconnus qui sont ici. Il y a plusieurs paramètres, mais on va en recaler 2, qui sont Y0 et AD. Donc, c'est des paramètres qui sont liés à la façon dont le matériau s'endommage. Donc, Y0, c'est, si vous voulez, une valeur seuil à partir duquel l'endommagement va arriver dans le matériau en termes d'énergie. Et puis, le paramètre AD, c'est un paramètre qui va définir comment l'endommagement comment le comportement va se comporter après endommagement, à l'issue du pic d'endommagement. Donc, vous avez en bas là, des petites explications qui vous montrent comment la courbe de comportement du matériau change si on change ces paramètres Y0 et AD. Donc, vous voyez que si je monte Y0, du coup, je pourrais mettre un chargement plus grand avant que le matériau commence à s'endommager. Et à droite, vous voyez qu'après avoir fait le pic d'endommagement, la décroissance, donc le côté affaiblissement du matériau ne va pas être le même suivant la valeur de AD. Donc, ces 2 paramètres-là, que je ne connais pas très bien, parce que la poutre, je ne la connais pas parfaitement, je vais vouloir les apprendre au fur et à mesure du temps lorsque les données m'arrivent. Donc, même chose que tout à l'heure, hein, première étape, je fais dans une vision offline, je fais un modèle réduit. Donc, vous avez ici les modes en tranches, mais ce sont les modes spatiaux ici, les 3 premiers modes. Vous avez les composantes de déplacement en X et en Y. Donc, c'est mené par une stratégie standard chez nous de calcul de modèle réduit par PGD. Vous avez ici les modes correspondants en temps, c'est les fonctions temporelles en haut, et puis les fonctions des paramètres, ici, on en a 2, Y0 et AD. Alors, on les a normalisés, mais voilà, vous avez tous les modes qui sont ici. Alors, on peut voir visuellement que si vous regardez bien sur les courbes du bas, le mode 1, pour les paramètres, il est à 1, il est constant à 1, c'est parce que c'est le mode élastique, en fait, donc il n'y a pas de dépendance aux paramètres d'endommagement. Et par contre, évidemment, pour les modes d'après, il y a une dépendance qui apparaît. Alors, j'ai mon modèle réduit, et puis du coup, donc, je lance ma stratégie de la simulation de données bayésienne avec les différents outils que j'ai montrés, en particulier le Transport Maps. Et donc, vous voyez que si on regarde en bas, là, on retrouve comment les densités de probabilité des 2 paramètres que j'assimile, que j'apprends, Y0 et AD, comment ils s'affinent au cours du temps, parce que on a de plus en plus de connaissances sur les paramètres. Donc, je vais améliorer ma connaissance sur le modèle complet. Vous avez à droite, et c'est intéressant aussi à noter, c'est le temps de calcul. Donc, vous avez les différents temps de calcul. Donc, il y a le temps qui est lié au calcul des maps, du mapping. Donc, généralement, on a besoin d'un ordre 1 ou 2 au niveau des polynômes qui sont utilisés dans ces mappings, mais on peut monter en ordre si besoin. Donc, vous avez ce temps-là, et puis vous avez aussi le temps du coup d'assimilation complète, comprenant non seulement le mapping, mais aussi ensuite le côté sampling associé. Donc, vous voyez qu'on est en dessous de la gamme des 5 secondes la plupart du temps, donc en dessous de la gamme
de temps réel pour cette application-là, ce qui était le temps d'acquisition des mesures de 5 secondes. Pour nous, c'est un aspect temps réel parce que ça nous suffit pour être en phase avec l'acquisition des mesures. Alors, ce qu'on a fait aussi dans la thèse, c'était donc, là, je vous ai montré l'endommagement de la poutre, mais je vous avais dit qu'on voulait avoir un accès à la fissuration. On sait qu'il y a une fissure qui va partir d'un endroit connu, et donc on voudrait non pas parler d'endommagement, mais parler de longueur de fissure. Alors, ça peut se faire simplement en faisant un pont entre les deux, entre la mécanique de l'endommagement et la mécanique de la rupture. Alors, ici, on fait un pont purement cinématique, hein, on compare le déplacement que l'on aurait avec un niveau d'endommagement et avec une certaine longueur de fissure, et puis ça permet directement de faire le lien entre les deux. Je passe les détails, mais ce qui est intéressant, alors c'est fait par une façon relativement basique, qui est de dire je fais des calculs pour différentes longueurs de fissure, je récupère le déplacement associé, et puis ensuite je vais le post-traiter, donc par la SVD en particulier, pour avoir une solution qui est explicite par rapport à la longueur de fissure et par rapport à la position spatiale. Et ensuite, ça, du coup, je l'utilise en post-traitement. Et ce qu'il faut retenir, c'est ce qui est là. C'est-à-dire que la densité de probabilité que j'avais sur les paramètres de mon modèle d'endommagement, je peux la traduire en probabilité de longueur de fissure. Donc, la longueur de fissure, ce que j'appelle L. Et je vais la regarder à l'instant final. Ce qui m'intéresse, c'est de regarder quelle va être la longueur de la fissure à l'instant final de mon test, de mon expérience. Donc, ça s'appelle LT. Ça s'appelle LT. Et donc, je peux avoir une connaissance en temps réel de la loi de probabilité de cette longueur à l'instant final. Vous avez en haut à gauche cette loi de probabilité qui s'affine encore une fois en fonction du temps. En abscisse, c'est le temps d'assimilation. Vous avez la même visualisation sous forme d'une vidéo à droite. Donc, vous voyez comment la pointe de la fissure à l'instant final, comment sa position très rouge, qui est la N, qui est pour la variance autour, on arrive assez rapidement à bien savoir où va être la fissure à l'instant final. Et là encore, en bas, vous avez le temps de calcul. Et donc, on se rend compte qu'on est dans la gamme, en dessous de la gamme des 5 secondes dont on avait besoin. Voilà, donc ça vous montre un petit peu qu'on peut faire des choses, même avec une vision stochastique qui peut paraître chère. On peut s'en sortir quand même en mettant des outils additionnels de type modèle réduit en particulier et d'autres petites choses pour le sampling des probabilités. Alors, deux petits mots par rapport à ça. Ludovic, oui. Excuse-moi, on est à 55. Ouais, je vais zapper la partie 4. Ah d'accord, tu avais anticipé. Okay. Oui. Je ne savais pas trop où j'allais en être, mais effectivement. Je vais parler rapidement du biais de modèle et du contrôle, et ensuite j'irai directement sur les challenges actuels pour que vous voyez un petit peu ce qu'on fait actuellement. Alors, je vais parler assez rapidement aussi du biais parce que c'est juste pour montrer les idées. Hein. Donc, ce qui se passe, c'est que le modèle qu'on utilise, il est imparfait par rapport aux mesures. Et donc, il faut non seulement recaler les paramètres, mais ce qu'on aimerait bien aussi, c'est enrichir le modèle avec des choses qui viennent que des mesures. Parce que le modèle est imparfait, il ne représente pas la physique complètement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la vision hybride actuellement. Hein. C'est une vision qui est de dire, je cherche à une solution qui vient non seulement d'un modèle physique, mais qui est complétée par les mesures. Donc on est dans cette stratégie-là, et donc on l'a mis en œuvre dans cette application-là bayésienne. Donc d'une façon relativement simple, en regardant quel était à chaque instant l'écart qu'il y avait entre les mesures et ce que me donnait le modèle. Et cet écart-là, donc ce biais, on l'a propagé aux instants ultérieurs de façon stochastique pour pouvoir un petit peu corriger le modèle aux instants suivants. Et donc, ça se fait assez bien. Donc, je vais passer assez vite parce qu'on n'a pas trop le temps, mais c'est quelque chose qui est assez naturel et qui peut se faire de façon très, très simple, d'une façon stochastique. Donc, ça, je vous laisserai aller voir les références si ça vous intéresse, mais ça permet, le biais de modèle peut être corrigé assez simplement dans cette vision-là d'assimilation de données. Alors, le point que je voulais aborder, c'est le point du contrôle. Donc, pour fermer la boucle d'assimilation de DDDAS, il y a l'aspect contrôle. Sur le soulage. La première exemple que j'avais montré, si je resimule là, ce que je vous ai dit tout à l'heure, la température T3 à un instant, à un endroit donc, qui m'intéresse, si vous regardez tout à droite, donc tout à droite, c'est sa température T3 à l'instant final, elle va passer la valeur qui est en fait
pour nous la validation. Donc, vous voyez que là, si on ne fait rien, on chauffe un petit peu. Donc, on est un petit peu trop pessimiste et donc on consomme trop d'énergie. Et donc, le contrôle, ça pourrait être par exemple de dire je vais vouloir piloter la source de chaleur de façon à arriver exactement à 1. Et donc, c'est ce qu'on peut faire, là encore une fois, assez simplement par les techniques de réduction modèle, donc de propagation des incertitudes dans le système. Donc, je passe les détails, mais en gros, avoir une température qui va être égale à 1, ça veut dire qu'on peut définir une grandeur déterministe qui va être telle que je suis sûr à 99% que la température finale est égale à 1 ou au-dessus de 1, mais pas beaucoup plus. Donc, le contrôle est ici assez simple parce qu'on joue sur la linéarité du problème. Donc, on fait un incrément de contrôle à chaque incrément de temps, donc c'est de façon presque directe. Alors, je montre juste l'application. Voilà un petit peu l'application. Donc, vous avez en haut à gauche la température finale si je ne corrige pas. Donc, vous voyez qu'elle va être au-dessus de 1. Et puis, au milieu, là, vous avez ce qui se passe quand je contrôle. Donc, quand je contrôle, du coup, la température, elle arrive juste au ras du 1. Donc, on est sûr d'avoir bien soudé, mais sans avoir trop surchauffé l'application. Vous avez en haut à droite les incréments de correction. Donc, à chaque incrément de temps, on va proposer un incrément de correction sur la source. Et donc, on voit qu'au fur et à mesure, l'incrément il va devenir de plus en plus négligeable. Et donc, on arrive comme ça, du coup, à corriger et du coup, à être sûr qu'à la fin de mon process, j'ai bien soudé tout en ayant été optimal au terme de consommation énergétique. Donc, vous avez ici ce qui se passe d'un point de vue dynamique. On a fait d'autres types de contrôles. Donc, par exemple, vous avez ici un contrôle que l'on a mené quand on a des paramètres qui changent au cours du temps. Par exemple, vous avez un problème dans le procédé et il y a un des paramètres qui va changer. Par exemple, la vitesse d'avance de la source change. Il faut pouvoir le contrôler, ça, le voir déjà et puis le prendre en compte. Donc, vous avez un exemple en haut qui fait ça. Et puis en bas, vous avez un autre type de contrôle où vous voulez imposer non pas une température finale, mais une loi d'évolution temporelle de la température donnée. Donc, une évolution ici sous forme de rampe, puis de plateau constant. Et donc, vous voyez qu'on peut contrôler aussi ce genre de façon de souder. Alors, je passe sur la partie 4. J'avais prévu que ce serait un petit peu long, mais c'est juste pour vous dire qu'actuellement, on part sur des approches qui sont plutôt couplage déterministe stochastique, plutôt que l'approche purement bayésienne, parce que les applications que l'on va regarder, on va parler de petits mots à la fin, c'est des applications dans lesquelles le comportement du matériau il est très, très mis en avant. Et du coup, on a beaucoup d'outils déterministes pour pouvoir prendre en compte toute la physique liée au matériau, liée au comportement du matériau. Et donc, on utilise plutôt une approche de ce type-là actuellement. Donc, je vais passer les détails, mais vous pourrez aller voir, je vous enverrai les planches. Et donc, ça permet aussi de faire des choses sur les problèmes matériaux, avec des matériaux très complexes, qui vont s'endommager, qui vont localement avoir des comportements assez compliqués à modéliser. Et donc, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que l'on utilise un couplage entre une approche de type filtre de Kalman, donc c'est une approche un petit peu simplifiée du Bayésien, avec des outils déterministes dans lesquels le comportement du matériau il régularise beaucoup le problème. On utilise beaucoup la physique du matériau dans cette stratégie-là. Alors, pour les quelques minutes qui me restent, il me reste 2 transparents. Je vais vous montrer 2 applications de projets actuels. Alors déjà, quelques conclusions pour vous dire que du coup, on peut arriver à faire de l'assimilation de données sur des structures en temps, entre guillemets, réel. Donc, ça se fait généralement avec une vision hybride, c'est-à-dire encore une fois un couplage entre quelque chose qui vient de modèles physiques et quelque chose qui vient des données expérimentales. Ça se fait forcément avec la réduction de modèles, sinon on ne peut pas traiter les modèles physiques dans des temps si courts. Et puis, donc, on l'a déjà mis en œuvre sur des applications assez complexes en termes de comportement du matériau. Donc, on peut vraiment aller vers des problématiques industrielles. Alors, ce que l'on cherche actuellement à faire, c'est des améliorations de tout ça, en particulier donc, aller vers des approches où on va adapter les modèles. Donc, on pourrait très bien imaginer partir d'un modèle physique qui est relativement simple. Et puis, au fur et à mesure du temps, quand on voit qu'il y a des phénomènes qui apparaissent, changer de modèle, passer sur un modèle plus compliqué, et donc faire de l'adaptation dynamique de modèles. Une autre chose que l'on regarde, ce sera le cadre du projet que je présente juste après, c'est l'intérêt des approches de type IA, de learning. Donc, le fameux biais de modèle dont je parlais tout à l'heure, comment je peux l'interpréter ou le déterminer avec des approches de type réseau de neurones, par exemple. Et puis, il y a évidemment un aspect contrôle.
Donc, j'en ai parlé un petit peu, mais on va aller de plus en plus vers cette chose-là. Donc, comment synthétiser une commande garantie sur des modèles complexes tels que ceux qu'on traite. Donc, ça se passera par des approches de type MPC, modèle prédictif control, dans les projets que je parle. Alors, il y a deux projets. Il y en a un, le premier, c'est celui-ci. Donc, c'est une thèse qui a démarré l'an dernier, dans lequel on veut piloter le chargement que l'on applique sur une table vibrante. Donc, c'est des travaux que l'on mène avec le CEA, parce qu'ils n'arrivent pas très bien à contrôler le chargement qui est vu par la structure lorsqu'on soumet à un séisme, enfin, un chargement de type séisme sur leur table vibrante. Et donc, toute l'idée, c'est de mettre en place cette stratégie de boucle d'asservissement pour pouvoir savoir en temps réel quel est le niveau d'endommagement de la structure, de type béton. Du coup, ce comportement d'endommagement, cet endommagement va changer le comportement de la structure et du coup, va changer le type de chargement qu'il faut lui appliquer pour qu'elle voit le bon niveau de sollicitation. Et donc, on met en place cette stratégie, la DDDAS, dans ce cadre-là. Donc, il y a des premiers travaux qui ont été faits sur l'identification en temps réel de l'endommagement de la structure. Et là, on est en train de passer sur la partie contrôle, donc par les approches de type MPC. Alors, l'autre projet dont parlait Patrice au début, c'est un projet donc ERC qui démarre en juin, là, et qui est vraiment d'aller vers les structures mécaniques intelligentes, de type composite en particulier. Et du coup, là où on va mettre en place ce que je viens de vous montrer, mais on va améliorer les choses par des visions IA, par du contrôle commande, et aussi d'un point de vue expérimental, on va aller vers des choses qui sont un petit peu nouvelles pour nous, qui sont des mesures que l'on va récupérer par des fibres optiques qui sont noyées dans la matière, donc que l'on met dans la matière quand on construit du composite, par exemple. Et ensuite, on a un équipement qu'on viendrait d'acquérir, mais qui existe sur le marché, hein, qui est assez cher, mais qu'on a pu acquérir par le projet, d'interrogation de ces fibres optiques. Et du coup, vous avez accès par ce biais-là à la déformation tout le long de la fibre optique de façon continue. Et donc, pour nous, c'est une information évidemment très riche pour pouvoir savoir l'état du matériau en temps réel, pour pouvoir du coup ensuite mettre à jour les modèles et piloter l'application pour l'objectif que l'on souhaite. Donc là, vous avez ici une image de la preuve de concept que l'on veut faire dans le projet, qui est de pouvoir piloter par un dispositif multi-axial le chargement sur une structure pour l'amener d'un point A à un point B sans câleron. C'est une structure composite. Et voilà un petit peu le cadre global de ce qu'on voudrait faire dans ce projet. Donc, on retrouve le côté assimilation de données, correction de biais, mise à jour adaptative des modèles et commande. Voilà, donc c'est un petit peu un aspect pluridisciplinaire qu'on va traiter dans ces 5 ans du projet ERC. Et le but, c'est d'aller vers les structures mécaniques intelligentes. Donc, après les matériaux intelligents, on veut vraiment passer à grande échelle sur les structures mécaniques qui savent se gérer elles-mêmes. Voilà, donc je vous mets quelques références si vous voulez aller voir plus en détail ce dont je vous ai parlé. Et je vous remercie de votre attention et désolé pour les petits détails, les petits problèmes techniques. Merci beaucoup, Ludovic. Bien, on peut démarrer une petite séance de questions. Y a-t-il dans l'assistance des questions? Alors, avant que quelqu'un se lance, moi j'en avais une. J'en ai plusieurs, mais j'en ai une sur le. Tu as parlé de Digital Image Correlation, là. C'est ça qui a fait l'objet d'une start-up, d'un travail en start-up. Exactement. C'est ça. Ouais, d'accord. Ça s'appelle EcoSim. EcoSim, c'est ça, j'avais ça en tête. On a commencé à utiliser cette technique-là dans le cadre de projets de fabrication additive à l'IRT. Puisqu'on a eu une collaboration avec le LURPA sur le sujet, avec Christophe. Et justement, avec Christophe, on regardait cette année ces aspects pour la fabrication additive aussi, cet aspect de suivi en temps réel pour piloter l'application. Donc, on a commencé aussi un petit projet niveau M1 là-dessus, mais effectivement, je sais qu'il a beaucoup d'activités. Alors, puisque tu parles du sujet temps réel, justement, moi j'avais un peu un questionnement là-dessus. Est-ce que c'est toujours possible de réussir à faire du temps réel? J'imagine que non, compte tenu de la lourdeur des modèles. Et donc, comment on peut aussi, de façon couplée, borner la prédiction dans le temps? C'est-à-dire que j'imagine que si c'est trop lourd on ne peut pas faire une estimation à trop longtemps. Il y a un certain nombre de bornes, à mon avis, qui s'imposent. Est-ce qu'elles sont… Est-ce qu'on lance le truc et on s'aperçoit que non, ça ne marche pas, on n'arrive pas à faire le temps réel, ou est-ce que vous avez des techniques pour vous en assurer avant? Alors, ça, c'est une bonne question. C'est quelque chose qu'on va aborder dans le projet, dans l'ERC en particulier. Alors, le temps réel, pour nous, ça veut tout dire et rien dire, parce que
ça dépend évidemment de l'application et surtout du temps dont on dispose pour récupérer les mesures et pour faire le contrôle. Parce que il faut être compatible par rapport à ça. Il faut pouvoir faire tout traitement numérique de façon cohérente par rapport au laps de temps dont on va contrôler l'application. Donc, par exemple, sur un procédé de manufacturing, la correction de commande soit faite toutes les millisecondes ou toutes les minutes, ça change la donne, quoi. Et donc, ça dépend vraiment de l'application, de la façon dont la fabrication est faite, etc. Alors, c'est vrai, je suis d'accord avec toi que si tu vas chercher le temps réel en dessous de la seconde, si on est sur les choses dans la milliseconde, des choses de ce type-là, il y a sûrement des applications où ce n'est pas possible. Et du coup, après, je pense qu'il faut peut-être réfléchir à voir si on peut se permettre de ralentir la façon de faire, sachant qu'on fera mieux. Est-ce que c'est possible de dégrader un petit peu la vitesse de fabrication, quitte enfin, en sachant qu'on va gagner en termes de robustesse, de façon dont on va le faire. Donc, si c'est possible, je pense qu'il ne faut pas hésiter. Après, voilà, peut-être qu'il y a des exemples où le temps réel n'est pas… Oui, mais en fait, il y a deux… En fait, je pense qu'il y a deux dynamiques. En fait, il y a la dynamique de la dégradation du matériau elle-même qui peut être plus ou moins rapide et qui peut venir confronter, pas de façon idéale, le modèle de calcul qui, lui, est peut-être gourmand et donc on va finalement se faire dépasser par le système physique qui va évoluer trop vite avant qu'on arrive à le simuler en parallèle. Et puis, après, il y a la dynamique liée à l'actuateur qui est dans la boucle. C'est-à-dire que si on décide effectivement d'envoyer une commande que toutes les secondes, évidemment, ça laisse le temps entre ces secondes de faire un calcul. Alors que si on envoie une mise à jour d'une commande, toutes les millisecondes, évidemment, il faut le diviser par le temps de calcul. Donc, en fait, il y a ces deux dynamiques-là qui doivent jouer sur la capacité, enfin la possibilité de faire de ce hardware du loop. Je suis d'accord avec toi. Alors, les applications qu'on vise, là, par exemple, dans les RC, c'est justement l'intérêt de vouloir aller détecter les endommagements suffisamment tôt, d'où l'intérêt du système optique, là, dont je parlais, des fibres optiques, parce qu'on veut avoir le temps de corriger. C'est-à-dire qu'on veut, si on détecte suffisamment tôt, on sait que ça ne va pas casser dans la milliseconde. On aura le temps d'aller… du temps que ça se propage sur les différentes fibres du composite et que ça se passe à une échelle macroscopique, disons, on aura eu le temps de corriger. Donc, je suis d'accord avec toi que si on n'est pas dans cette gamme-là, si on a un phénomène qui instantanément, depuis l'échelle microscopique, va faire casser de façon instantanée, là, je ne vois pas ce qu'on peut faire, quoi. Donc, il y a effectivement… on est dans une gamme de problèmes dans lesquels, si les phénomènes sont captés suffisamment tôt, et du coup, avec un contrôle de commande d'actuateur qui est en conséquence à la fréquence qu'il faut, on puisse corriger. Donc, les dynamiques sont cohérentes par rapport à ça. Et pour l'application… Dans ta slide 47, tu donnais un exemple sur cette histoire de soudage, là. Oui. En haut à droite, il y avait une courbe qui était, je pense, une courbe de commande. Je crois que c'était 47. Là, oui. Ça, celle-là? Celle-là, oui. En haut à droite, la courbe rouge, c'est une courbe de commande, c'est ça? Oui. C'est quoi la grandeur, en fait, là? Là, là, on commande l'intensité de la chauffe. Donc, en fait, c'est simplement un coefficient multiplicateur par rapport à la chauffe que j'ai mis au départ. C'est la commande de chauffe de la buse qui va venir faire le soudage. Voilà. Et là, je travaille en incrément, c'est-à-dire que à chaque instant temporel, à chaque instant de simulation, par rapport à la commande courante, je décide ou non de diminuer ou d'augmenter. Donc, c'est pour ça qu'au bout d'un moment, la commande elle est stable parce que je n'apporte plus rien. La dynamique thermique de la montée en température de la sonde, tout ça est masqué en fait Oui, bien sûr. Ok. Bon, je ne vais pas monopoliser. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance? N'hésitez pas. Pour revenir à ta question sur la dynamique de la chauffe, elle est vue justement, c'est ce qui est mis dans le modèle réduit. L'aspect temporel d'évolution, il est inclus dans le modèle réduit. C'est pour ça que le modèle réduit, en fait, il permet directement d'avoir accès à
à cette évolution-là. Il y a Eric Landel qui lève la main. Oui. Bonjour. Oui, bonjour. J'ai été très intéressé là, par toute la présentation, bien entendu, mais il y a un point là qui a attiré mon attention aux alentours des slides 25 et 26 sur le transport map. Oui. Là. Ouais. Donc, si je comprends bien, ça consiste à passer d'un espace des variables, disons naturel, vers un autre espace par une transformation qui permet d'obtenir une figure plus régulière, d'échantillonnage. C'est bien ça? Je suis bloqué. Attendez, je reviens. Oui, c'est ça. L'idée, je vous le montre là, par exemple, c'est de faire un changement de variable au niveau de la densité de probabilité. D'accord. Alors, parce que dans des opérations d'exploration, alors là c'est pas tellement du temps réel qui nous intéresse, si quoique c'est quelque chose d'important, mais dans des plans de validation massifs, qu'on peut avoir par exemple dans des contextes de véhicules autonomes où il y a énormément de paramètres qui sont pour certains liés entre eux, l'accélération et la vitesse, il y a une dépendance entre ces paramètres-là. On sent bien qu'on a du mal à observer des figures à peu près régulières. Et même la question, c'est est-ce que l'espace de validité de mon système, est-ce qu'il a une forme régulière? Est-ce qu'il y a des endroits où il pourrait y avoir des défauts? Et donc, la régularisation de cet espace opérationnel est quelque chose qui faciliterait énormément ensuite l'échantillonnage parce qu'on est dans des combinatoires qui sont très coûteux. Donc, si on peut s'économiser des points où ce n'est pas très utile, ce serait. Est-ce que c'est des techniques qui pourraient s'appliquer? Moi, j'ai l'impression que oui, intuitivement. Alors, ou alors, c'est d'autres techniques? Je réfléchis. Alors, moi, je les connais. Enfin, je les connais uniquement sur cet aspect tels que ceux qu'on a appliqués là. Je sais que ça existe dans le travail de Dillany, etc. Ils ont appliqué sur des phénomènes de contrôle optimal plus globaux, transport optimal. Il faudrait que j'aille voir exactement qu'est-ce qui était dedans. Mais vu ce que vous me dites, j'ai plus en tête des approches de type crigeage ou des choses comme ça. Non, c'est lié à ça plutôt que vous dites. C'est en gros sélectionner des points, un petit peu discriminer entre des points qui sont intéressants et des points qui ne sont pas intéressants. Non, je n'ai pas bien compris peut-être votre application. C'est-à-dire qu'on a un espace de variables à explorer qui est d'une très grande dimension, parce qu'il y a beaucoup de paramètres à faire varier. Et donc, les techniques classiques d'échantillonnage, alors régulier, il n'en est pas question, du Monte Carlo, ça passe sans sens. Il faut aller chercher des méthodes un peu nouvelles. Et donc, être économe en point d'échantillonnage. Et donc, simplement parce que comme on veut aller plutôt dans les endroits où ça se passe mal, si on a une forme régulière qui va mettre en évidence des frontières sur lesquelles on peut aller taper, ça va être plutôt que d'aller dans des endroits inutiles, ce sera favorable. Donc là, quand je vois les deux figures, par exemple celles qui sont à droite ou la figure tordue qui est à côté, je préfère avoir plus de facilité à travailler mon échantillonnage dans la figure de gauche que dans celle de droite. Celle de droite, ça va être difficile de capter la forme exacte, alors que dans l'autre, ça va être plus facile. Et donc, je vais nécessairement économiser des points si je fais ça. Et donc, alors, quand on n'a pas beaucoup de points et pas beaucoup de variables et qu'on peut mettre la force brutale de calcul, c'est pas grave. Là, c'est pas possible, quoi. Il faudra, si on ne fait pas d'économie, on ne pourra pas faire. Donc, il me semble que les techniques justement pas de régularisation, mais enfin de transformation permettant, afin de faciliter une stratégie d'échantillonnage dans un autre espace adjoint, là, c'est quelque chose qui aurait énormément de... Oui, je confirme. Moi, j'ai mieux compris votre application. Effectivement, avoir été clair au début. Non, c'est moi aussi. Je confirme, c'est effectivement un bon aspect. Alors, j'ai en tête justement une équipe qui travaille là-dessus, sur le côté grande dimension, à l'INRIA de Grenoble, quelqu'un qui s'appelle Olivier Zam, qui a travaillé justement avec Marzouk en postdoc il y a quelques années, et qui maintenant fait des choses de ce type-là. C'est-à-dire qu'il applique les transport maps, alors pour revenir sur un espace gaussien assez régulier, mais en plus, si en ajoutant le côté grande dimension, et il essaie de voir comment il peut optimiser aussi en grande dimension. Donc, je pense effectivement des choses
Lui c'est sur les contextes d'océanographie, mais c'est les mêmes problématiques. Oui, d'accord. Donc, il y a bien un potentiel Il y a le potentiel, oui. On peut utiliser ça. Ça vaut le coup d'investir là-dessus. Ouais. Très bien, merci beaucoup. J'avais moi comme on est sur les slides, là, si tu peux revenir sur la 37, tu mets, tu fais un pont entre deux modèles, là. Celui d'avant. Celle-là ou celle d'avant, ouais, celle-là. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, là, tu fais un pont, enfin un raccordement entre un modèle d'endommagement qui est à droite, c'est ça qui est à gauche. À gauche, pardon, oui, d'accord. Ouais. Alors, l'idée est simplement de pouvoir traduire le niveau d'endommagement en termes de longueur de fissure, sachant qu'il n'y en a qu'une fissure. Généralement, endommagement, ça décrit, voilà, ça homogénise en fait, un réseau de fissures. Là, je sais qu'il n'y en a qu'une, donc je veux en fait traduire le niveau d'endommagement en termes de longueur de fissure. Et alors, ma question, c'est qu'en fait, ce pont que tu fais, c'est le raccordement de ces deux modèles, en fait, il est échantillon dépendant, enfin non, il est matériau en tout cas dépendant, et en fait, à chaque fois qu'on va changer de poutre, il faudra recommencer de oui, bien sûr. Là, c'est purement cinématique. Alors, on pourrait le faire de façon énergétique également. Il y a plusieurs approches, plusieurs façons de faire le pont entre mécanique de la rupture et endommagement. Là, c'est vraiment, je suis d'accord, c'est un cas d'école, entre guillemets, c'est purement, ça dépend, comme ça dépend de la cinématique, ça dépend de la géométrie locale. D'accord. Non, mais ça confirme. Oui, bien sûr, ça dépend. Mais c'est un travail qui peut être fait, encore une fois, de façon offline. C'est la transparence d'après. Hein. Ces choses-là, ils sont calculées une fois pour toutes par une SVD qu'on fait en amont. Moi, je terminerai par une réflexion sur un partage pour toi. Peut-être, je ne sais pas si tu es au courant, à l'IRT, on a démarré un programme qui s'appelle IA2 pour ingénierie augmentée et intelligence artificielle, où on travaille dans tes challenges, on travaille exactement sur l'avant-dernier, enfin celui sur le rapprochement avec les techniques neuronales avancées, mélangées avec des modèles physiques. Ça vaudra peut-être le coup que on s'en parle un peu plus avant. Il y a déjà un premier projet qui a démarré, puis il y en a d'autres qui vont suivre sur ce sujet du raccordement entre des approches basées sur la physique et des approches basées sur les données. C'est un sujet chaud, je suis d'accord. Oui, c'est un sujet chaud et au Conseil scientifique de l'ENS, quand on a parlé du rapprochement MSSMAT, LMT, j'ai compris qu'il y avait un groupe qui allait se constituer un petit peu autour de ces sujets-là. Alors, c'est un groupe qui est plus sur le côté microstructure, par contre. C'est un groupe qui va analyser, en fait, qui veut utiliser ces réseaux neuronaux pour apprendre la microstructure d'un matériau. Donc, ce n'est pas du tout à l'échelle que nous, on traite là. Nous, c'est plutôt à l'échelle macroscopique structurale. Mais effectivement, il y a un groupe qui va se spécialiser sur l'apprentissage Et ça m'intéresse d'avoir éventuellement le nom des chercheurs qui vont être concernés par ce pôle-là, en fait. D'accord. On pourra en reparler effectivement ensemble. Il y a aussi, moi je vais être impliqué dans un projet là qui se monte avec le CNRS là, mais c'est Singapour, mais c'est encore rien d'officiel, rien de fait. Sur ces aspects-là, à l'échelle de la ville. Donc il y a aussi des aspects qui s'appellent hybride AI, AI aidé par la physique aussi à cette échelle-là. Donc on pourra en discuter dans un avenir court. Bien sûr. Et pour info, en novembre, on aura un workshop qu'on organise qui va être piloté par Mark Schonauer sur ce sujet-là, en lien avec les travaux qu'on vient justement. On le partagera ça. Ah, bien sûr, avec grand plaisir. Bien sûr. Mais là, dans le cadre de l'ERC, il y a une thèse qui démarre en septembre sur cet aspect-là. D'accord. Il y a quelqu'un qui a fait le master MVA de l'ENS, justement, qui connaît les aspects neuro. Très bien, très bien. Est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on clôture le séminaire? Je ne vois pas de main qui se lève. Eh bien, il me reste à te remercier à nouveau, Ludovic. C'est moi qui vous remercie de votre invitation et de votre écoute. À bientôt. Avec plaisir pour des discussions en plus. Avec grand plaisir. Oui, à bientôt. À bientôt. Au revoir.